Oui, cela sent le sapin pour la Macronie. Les gros rats quittent le navire. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, annonce son départ après 10 ans aux côtés d'Emmanuel Macron. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, Alexis Kohler va rejoindre la banque Société Générale. Avant d'expliquer les raisons de ce départ, attardons-nous sur cette perte pour Emmanuel Macron. Une perte, oui, car Alexis Kohler était, selon les spécialistes, la seule tête pensante de l'Élysée. Et c'était lui qui gérait les relations entre les grandes entreprises et l'État. Une courroie de transmission indispensable pour Emmanuel Macron. Eh bien, elle est cassée. Et vous savez que les patrons sont en colère contre la politique énergétique et financière d'Emmanuel Macron. Macron est de plus en plus isolé. On sent que ça va vraiment mal finir pour le poudrer. Les raisons du départ d'Alexis Kohler. Pour rappel, Alexis Kohler a refusé d'être auditionné par la Commission de finances sur le dérapage des comptes publics de plus de 60 milliards. Il avait justifié cette position au nom de la séparation des pouvoirs. Et bien maintenant, la Commission va pouvoir l'entendre. Il n'est plus secrétaire général de l'Élysée. Oui, qui nous explique la magouille et le maquillage des comptes publics. Autre affaire, scandale des eaux en bouteille. La commission d'enquête du Sénat auditionnera Alexis Kohler le 8 avril. Une autre commission d'enquête. Des documents obtenus par les sénateurs confirment en effet que la présidence de la République a été approchée à plusieurs reprises par le groupe Nestlé. Pour rappel, c'est une fraude gravissime parce que l'ex-bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, va devoir s'expliquer sur le rôle de l'exécutif, Macron donc, dans l'autorisation accordée au géant suisse, Nestlé, pour continuer à utiliser un système de microfiltration non réglementaire. Selon certaines associations, l'eau dans ces bouteilles était à peine potable. Mettons étonné de l'attitude de l'exécutif après le scandale des EHPAD. On a une petite pensée pour Claude Malhuret. Du scandale des crèches, petite pensée pour Aurore Berger. Et la pandémie, le duo Véran-Macron. Oui, les eaux pourries avec Alexis Kohler et Emmanuel Macron sont en quelque sorte une suite logique. Mais vous savez ce qu'il y a d'insupportable dans la Macronie? Ce n'est pas seulement qu'ils soient tous pourris, un peu comme les eaux en bouteille du groupe suisse, c'est qu'ils sont protégés par le monde judiciaire et médiatique. Une véritable mafia. Cela fait longtemps qu'Alexis Kohler aurait dû disparaître de l'Élysée. Nous sommes en 2020. L'affaire Kohler a été classée après une lettre d'Emmanuel Macron. Passant outre la séparation des pouvoirs, Macron a écrit au parquet national financier à l'été 2019 pour disculper Alexis Kohler au lendemain d'un rapport de police, l'accablant. À la suite de cette lettre, un second rapport d'enquête a été écrit aboutissant à des conclusions inverses. L'affaire Kohler devrait signer la fin de ce quinquennat de la honte, du conflit d'intérêts et de la violence, faire la une de tous les médias. Visiblement, une lettre du petit poudré suffit à faire tout oublier. Mediapart sort une bombe démocratique et c'est ignoré. Allô ? Le nom d'Alexis Kohler est cité dans une multitude de conflits d'intérêts. Un rappel des deux principaux. Il est soupçonné d'avoir participé comme haut fonctionnaire de 2009 à 2016 à plusieurs décisions relatives à cet armateur italo-suisse, MSC, fondé et dirigé par des cousins de sa mère, la famille Aponte. Pour la Cour d'appel de Paris, un pacte de silence a permis à Alexis Kohler de dissimuler ce lien familial, lui assure n'avoir jamais considéré être en situation de conflit d'intérêts. La justice pense le contraire, des soupçons de trafic d'influence autour de la fusion Veolia-Suez. Outre le dossier MSC, Alexis Kohler est visé par une enquête du parquet national financier pour des soupçons de trafic d'influence autour de la fusion Veolia-Suez. Alors, non seulement la démission d'Alexis Kohler va isoler un peu plus Emmanuel Macron, mais s'il doit s'expliquer devant la justice, voire devant des commissions, il va devenir de plus en plus compliqué à Emmanuel Macron de s'accrocher à l'Élysée. Oui, cela sent le sapin. Tenez, puisqu'on parle de sapin, François Bayrou. Professeur, témoin de violence à Betaram, Madame Gouloug a alerté à tous les niveaux, jusqu'à François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale. Face à elle, le mur du silence et des intimidations. Découvrez son témoignage devant la commission d'enquête.
J'entends sur ma gauche dans une salle un adulte qui hurlait sur un enfant, qui le cognait, j'entendais les coups et venait en face de moi Madame Bérou, donc bêtement, je lui dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle n'a pas compris ce que j'attendais. Ça c'est clair, elle n'a pas compris. On entendait les coups, on entendait les hurlements et on entendait l'enfant qui demandait grâce, qui disait arrête, tu me fais mal. J'avais des enfants qui étaient écrasés de fatigue, qui étaient ternes. Bon, alors là, j'ai commencé à aller voir l'infirmière parce que j'ai voulu comprendre. C'est que les enfants étaient mis au garde à vous au pied de leur lit et que ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. J'ai commencé à signaler. J'ai écrit à monsieur Bérou. L'infirmière l'avait déjà fait quelques temps avant, sans réponse. J'ai écrit moi aussi, sans réponse. J'ai fait un courrier que j'ai envoyé au tribunal, sans réponse. Je suis allée à la gendarmerie et on m'a dit « Oh oui, on sait, on sait ». Et j'ai aussi écrit à la direction diocésaine. La seule personne qui m'ait contactée, c'est un représentant de la direction diocésaine où il m'a expliqué avec beaucoup de courtoisie que je déshonorerais ma famille si je... Et surtout que si je voulais rester dans l'enseignement catholique, il fallait que j'oublie tout ça. Vous allez rencontrer là physiquement M. Bayrou à l'occasion d'une remise de décoration. Oui. Et là, vous avez rapporté dans la presse l'avoir à nouveau informé. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode, nous le décrire? Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'il vous répond? Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Il ne m'a jamais répondu. Je tente. Donc je suis allée à lui et je lui ai dit, Monsieur Bayrou, c'est vraiment grave ce qui se passe à Bétarame, il faut faire quelque chose. Et il m'a simplement répondu, mais on exagère, voilà. Et qu'en pense François Bayrou? Burger King. Burger King. Cet homme est notre Premier ministre. Bref de presse, le gouvernement s'enfonce dans des luttes de pouvoir intestines. Plus rien ne tient, confie un macroniste historique. Le problème de François Bayrou, c'est qu'il ne travaille pas des zingues un autre. Un ministre résume dans Le Parisien, c'est un bordel. Ou plus exactement pourri. Oui, pour paraphraser William Shakespeare, il y a quelque chose de pourri dans l'État français. Et quand je dis pourri, c'est au sens propre, il y a une forme de déliquescence. On sent vraiment que c'est la fin. On espère bien évidemment, comme aux États-Unis, une révolution conservatrice, cela va de soi, le retour de l'ordre, le retour des fondamentaux, après 50 ans de folie progressiste. Philippe Devilliers sur cette déliquescence. La Macronie matinée Bayrou, elle abîme l'État, le régalien. Je donne un seul... Ah, ces OQTF. Ah oui, l'État signe des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français. Vous êtes obligé de payer vos impôts. Et normalement, les OQTF devraient avoir l'obligation de quitter le territoire français. Et cette obligation, eh bien, elle n'est pas mise en pratique par l'État. Une obligation qui n'en est pas une. Et pourquoi ? Pour complaire à Bruxelles. Folie. Oui, ils nous font vivre dans la pourriture, la folie et le chaos. Et pour cacher tout ce désastre... Vous avez les journalistes, la propagande et les astuces comptables. Philippe Murer, pourquoi y a-t-il 7 millions d'inscrits à France Travail? C'est pénible la bureaucratie, alors qu'il n'y a que 3 millions de chômeurs. C'est une astuce comptable qui est très connue. Vous divisez le nombre de chômeurs en catégories A, B, C et compagnie. Et vous faites croire aux téléspectateurs français qu'il n'y a plus que 2,3 millions de chômeurs en ne citant qu'une seule catégorie. Emmanuel Macron nous fait à peu près le même coup avec les victimes de la pandémie. Si on en croit le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament, il n'y aurait que 163 000 signalements de suspicion d'effets indésirables potentiels. Normalement, cela devrait suffire à faire interdire ce produit expérimental. Pour rappel, 500 effets secondaires avaient fait interdire le vaccin H1N1 en 2009. Mais on découvre d'autres chiffres officiels dans Paris Match. Plus de 2 millions de Français de plus de 18 ans touchés par des Covid longs. Selon le professeur Sabatier, la très grande majorité de ces Covid longs sont en réalité des effets entre guillemets indésirables du produit expérimental. On déplace donc des effets indésirables dans une autre catégorie. L'astuce comptable, comme pour le chômage. Emmanuel Macron et la santé, c'est l'enfer. C'est la panique. Privés de médicaments pendant longtemps, les patients contraints au système D. Des centaines de molécules sont en tension, voire en rupture de stock, et cela peut durer plusieurs mois, confirme un rapport paru ce jeudi. Des patients racontent comment ils s'organisent quand ils peinent à trouver leur traitement
parfois indispensable. 3 ans plus tard, toujours la honte avérée et absolue. La souveraineté nationale des médicaments, c'est pour quand? Certainement après Emmanuel Macron. Il faut également ajouter la hausse de la mortalité infantile. C'est un indice de tiers-mondisation. On se rappelle en effet qu'Emmanuel Todd avait prédit dans un essai très célèbre la chute de l'URSS à partir de cette hausse de la mortalité infantile. Oui, car quand la mortalité infantile augmente, cela signifie que le système n'est plus capable de soigner et qu'il est donc en train de s'effondrer. Pénurie de médicaments, hausse de la mortalité infantile, le système est donc proche de l'effondrement. Doit-on s'en étonner? La politique qui a été menée par Emmanuel Macron, dictée par l'Union européenne, a une logique purement comptable. Fermeture de lits à l'hôpital, normes, paperasse et administration, achat des médicaments à l'étranger. Le résultat, c'est un hôpital à l'os, des déserts médicaux, des pénuries de médicaments, une hausse de la mortalité infantile, un temps d'attente de 5 heures aux urgences. Parfois, il faut 18 mois pour un rendez-vous chez un spécialiste. Oui, doit-on vraiment s'en étonner? Allez, un autre domaine où tout s'écroule, c'est le domaine énergétique. Photovoltaïque, le prix de revente de l'électricité des particuliers divisé par 3 par le gouvernement. Les Français toujours cocus par leur gouvernement, mais les oppositions ne censurent pas. Ça continue donc. Mais pouvait-on s'attendre à autre chose? Emmanuel Macron a endetté la France comme jamais. Et maintenant, il faut payer. Alerte France, nouveau record historique pour la dette publique à 3 305 milliards d'euros au 4e trimestre 2024, soit une explosion de 917 milliards d'euros depuis le début 2020. Mais à part ça, tout va très bien, Madame la Marquise. Et oui, l'État est à court d'argent, on est proche de la faillite, selon certains sénateurs. Alors on taxe, on dérembourse, on augmente les impôts pour payer la facture du petit instable Emmanuel Macron. Et pour masquer son terrible bilan, quoi de mieux que du divertissement? Hier, on a eu le droit au cirque Emmanuel Macron. Adhère au concept de paix par la force, martèle Emmanuel Macron. Bon, je n'ai même pas envie d'étudier cette phrase orwellienne. Il parle néanmoins de force. Force de qui et de quoi? Parce que Emmanuel Macron est affaibli comme jamais sur le plan intérieur, je viens de vous le montrer, et tout le monde se moque de lui à l'international. Mais quel pitre! Il ne vaut guère mieux que Zelensky, Volodymyr Zelensky. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir jusqu'à la fin de mes jours pour défendre l'Ukraine, mais je suis plus jeune que Vladimir Poutine, donc misez sur moi. Le type annonce qu'il sera dictateur à vie. Le téléspectateur qui ne s'aperçoit pas que Zelensky est un personnage plus que trouble devrait quand même consulter. Et chose encore plus écœurante dans cette interview, c'est la totale complicité des journalistes du service public avec ce comédien déguisé. C'est quand même inquiétant. La photo de l'unité de l'Union européenne, des partenaires occidentaux pour soutenir Zelensky. Enfin, photo de façade, la réalité. Mornay, la coalition des volontaires explose en plein vol, l'isolement d'Emmanuel Macron est total, même au sein de l'Union européenne. Contraint de reconnaître, dans un doux euphémisme, qu'il n'y a pas d'unanimité sur la question de l'envoi des troupes en Ukraine, le patron de la start-up nation, dans sa fuite en avant perpétuelle, tente un rebranding express. Il ne propose désormais plus que des forces de réassurance, qui n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix, n'ont pas vocation à être des forces présentes sur la ligne de contact et n'ont pas vocation à se substituer aux armées ukrainiennes. En dehors de Londres, quelques États membres souhaiteraient y participer, nous assure-t-il, pour sauver la face. Mais vu qu'il n'en cite aucun, il faut comprendre l'Estonie et la Lituanie, les désormais alliés privilégiés de Paris dont la pertinence du virage stratégique sera étudiée pour les siècles à venir. Évidemment, même en réduisant les troupes occidentales au rang de pots de fleurs, nous dit Frédéric Aiguille, le projet n'a toujours aucune chance d'être validé par les seuls décideurs que sont Moscou et Washington. Comment dit-on brasser du vent en ukrainien? Macroner? L'échec est donc cinglant. Macron n'a plus qu'un seul espoir, que les journalistes transforment cette défaite humiliante en victoire. C'est un peu la tradition dans la presse aux ordres.
Mais la chose s'annonce un peu plus complexe. Pascal Praud. Emmanuel Macron donne 2 milliards à l'Ukraine. On nous explique qu'il n'y a plus d'argent. Les Français ne sont pas consultés. Ils sortent d'où ces 2 milliards? Financés par le déficit, donc pas financés, sauf par la dette? C'est discrétionnaire, ça passe par l'Assemblée nationale. Qui décide de donner 2 milliards? Emmanuel Macron en a-t-il le droit? Il n'y a aucun contrôle. Le président de la République peut donner de l'argent à qui il veut, le gaspiller comme il veut. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il prend 2 milliards et vous, ça ne vous choque pas qu'il n'y ait aucun contrôle? On va être très clair. Macron n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Il n'a pas la main sur le budget. Il ne peut donc pas gaspiller 2 milliards comme cela. Il doit s'assurer au préalable d'avoir la complicité du Premier ministre parce que ces 2 milliards sont pris dans le budget. Et dans une certaine mesure, il doit s'assurer la complicité des députés. On a dit motion de censure, mort du petit Émile et traitement médiatique. La communicante Madi Sedi à propos du traitement médiatique de la religion de la famille du petit Émile. Quand on est catholique et qu'on l'assume, tout de suite, il y a suspicion. Je voudrais être clair. Que la police arrête le meurtrier, quelle que soit sa communauté ou sa religion. Cela s'appelle la justice. Non, il s'agit dans ma chronique d'étudier le comportement médiatique et d'écouter le narratif qui nous est proposé. Régis de Castelnau. Les enquêteurs et les magistrats font leur boulot et, ne connaissant pas le fond du dossier comme moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il en sortira. Mais quand ça démarre comme cela, avec des médias sans principe, excitant l'opinion, on peut parfaitement prévoir la suite de cette affaire. La lecture des réseaux est terrifiante, qui nous donne déjà à voir la meute de tous ces justiciers qui ne savent rien, mais ne sont jamais en retard pour hurler à la mort. Oubliez l'affaire Grégory, qui vit l'ensemble d'un pays perdre totalement les pédales. Expérience personnelle, sa justice dépassée, enfermer la mère de l'enfant assassiné et son père poussé à se faire justice lui-même pour passer de longues années en prison. Il faudra des années pour qu'à défaut de leur fils, ils retrouvent leur honneur. Oubliez l'affaire de la mini-miss aux États-Unis. Il faut voir la série Netflix, diffusée en ce moment, véritable symétrique américain de l'affaire Grégory, où là aussi, sous la pression d'une opinion publique chauffée à blanc, les parents furent accusés contre l'évidence d'avoir tué leur enfant. Oubliez l'affaire Azaria Chamberlain, en Australie, où les parents ont subi la même accusation à en être condamnés à la prison pour être innocentés après 4 ans de détention, pour ne prendre que ces 3 exemples. Ce n'est plus l'assassin du petit Émile que l'on traque, non. Les journalistes font le procès du catholicisme. Olivier Truchot, dans Les Grandes Gueules, mort du petit Émile. Olivier Truchot, que je n'apprécie pas forcément, excédé par les journalistes qui martèlent que la famille d'Émile est catholique. Je ne supporte pas que tu dises que la famille est catholique. Quand il s'agit d'autres religions, il faut prendre des pincettes. Il a bien raison. Bon, tout le monde a compris. La gauche humiliée par Crépol, la gaieté lyrique, Delogu, j'en parle dans un instant. L'Algérie tient là sa revanche. Et puis, elle a un bouc émissaire, le Cato de province, qui doit en plus rouler au diesel avec une voiture critère 3. Pourtant, dans les faits, les choses sont quand même assez complexes. Émile, les proches du garçonnet, remis en liberté, la piste criminelle se précise. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui établie que ce soit un membre de la famille, même si le procureur de la République n'exclut pas la piste familiale. Personne ne sait rien, mais tout le monde parle. Et puis, c'est pratique cette affaire du petit Émile. Cela permet d'éviter de parler des vrais problèmes. Nîmes, un Afghan condamné pour l'agression sexuelle d'une femme vulnérable. Il avait déjà tenté d'abuser d'une salariée de son centre de migrants dans les toilettes peu avant. Logement social à Franconville. La justice s'oppose à l'expulsion de 2 jeunes délinquants notoires et leurs familles. Le bailleur social est même condamné à leur verser de l'argent. C'est surréaliste, s'indigne le maire. Nous vivons dans un pays où l'État est incapable de faire respecter l'ordre et la justice, déliquescence, c'est un peu le fil directeur de cet entretien, et les médias progressistes s'enflamment parce qu'ils tiennent enfin leur cateau. Et pendant ce temps-là, sur le service public, je regrette d'avoir écrit ces 3 lignes, mais pas le livre. Je décris et j'invente. On doit me reprocher cette volonté de provoquer. C'est idiot, c'est une tâche. Accusation d'être un spécialiste de la petite enfance,
Cohn-Bendit s'exprime sur ses écrits. J'espère que vous avez à proximité un sac en plastique. Oui, sur le sévice public, Dany, c'est un gentil provocateur. Il a voulu choquer les bourgeois. À vomir. Je vous mets une fois de plus les vidéos des propos de Dany. N'oubliez pas que dans ce milieu de gauchistes dans les années 70, ce n'était pas vraiment une provocation, c'était une norme. Et pendant ce temps-là, le combat contre les ZFE continue. L'appel des maires contre les ZFE. Nous refusons que l'écologie s'impose au mépris de certains citoyens, les gueux. Avec Lisnard, président des maires de France, je suis co-signataire d'une tribune publiée ce jour dans le Figaro avec Alexandre Jardin. Mais attention, il faut continuer la mobilisation. Vous savez qu'il y a une loi pour abroger les ZFE qui passera devant le Parlement le 8 avril. Eh bien, si le 6 avril, les manifestations sont réussies, les députés auront du mal à ne pas voter cette abrogation. La colère d'un automobiliste chez les grandes gueules. C'est-à-dire que maintenant, si vous ne gagnez pas 4 000 euros par mois et que vous ne changez pas votre bagnole à 45 000 tous les 5 ans, vous n'avez plus le droit de rouler, quoi. Vous n'avez plus le droit à une vie, quoi. Qu'est-ce que vous avez... Oui, Brice est conducteur de train, il a donc témoigné contre les ZFE. J'ai une vieille Xantia Citroën de 2023. Elle est toute neuve, elle n'a pas de kilomètres et roule à l'éthanol. C'est très bien, mais elle est critère 3. On n'a vraiment plus les moyens de se payer des voitures à 50 000 euros tous les 3 ans. Ce n'est pas possible. La pollution est mondiale avec ce qui se passe en Ukraine. Un char qui brûle, c'est écrit critère 1, 2, 3, je ne sais pas. Eh bien, si on veut se débarrasser de ce pouvoir politique corrompu, manifestons contre ces ZFE, obtenons son abrogation et dans la foulée, la censure de François Bayrou. Mobilisons-nous, comme disait Arlette. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec Sébastien Delogu. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Bon, on va demander à CNews ce qu'ils en pensent. Je vois que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup, etc. Mais on ne découvre pas aujourd'hui que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Bon, donc moi j'allais dire, ça n'est pas à lui. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre thèse possible. Le dernier Blanche-Neige est un AV. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Walt Disney a sorti une nouvelle version de Blanche-Neige, très woke. Le public pour le nouveau Blanche-Neige, très silencieux.